Donc je vais essayer de vous montrer pourquoi on peut faire de la chirurgie dans la pubalgie, et quand on fait la chirurgie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va un petit peu revenir déjà sur la fréquence de la pubalgie. On va ensuite expliquer les différentes formes de pubalgie. Et bon, effectivement, j'ai un tropisme particulier pour les équipes pas anglo-saxonnes, mais plutôt danoises. Et donc, le psoas iliaque, pour moi, fait partie des formes de pubalgie. Ce n'était pas ma formation initiale avant de partir à Doha, mais j'ai été convaincu qu'on pouvait le mettre dedans. Et globalement, on arrive quasiment au même démembrement que Brunet. Donc, je suis à peu près d'accord avec toi là-dessus. Je suis entièrement d'accord pour dire que le conflit de hanche n'en est pas un, même si ça peut être un facteur favorisant qui va décompenser une symphyse et par la suite, après, mettre en évidence une pathologie de paroi, voire une pathologie d'adducteur. Donc, on peut y penser. Donc, en premier, voilà, c'est un symptôme qui est assez fréquent. Dans les cabinets de médecine du sport, c'est à peu près 5 à 10%. On a beaucoup de joueurs qui sont touchés. Ça, c'est des études qui ont été faites au début des années 2000. Et on voit que beaucoup chez le footballeur, on arrive pratiquement à 20%. Alors, quelques éléments très importants, c'est que cette incidence a augmenté, probablement parce qu'on sait mieux la rechercher, et puis on sait mieux la traiter. Effectivement, si on revient en arrière, pendant très longtemps, ça a été une pathologie fourre-tout, parce qu'on ne savait pas trop comment la mettre en évidence. On ne savait pas la traiter, donc au début on disait écoute, prends un antalgique, puis après on t'infile, puis après repose-toi ou un peu tout ça en même temps, puis à la fin on ne sait plus quoi faire, donc on t'opère. Et puis donc Knežević, quand il est passé et qu'il a récupéré Jäger à Strasbourg et puis qu'il a fait le tour, il a opéré en fait Amis, Trésor, tous ces joueurs qui étaient un peu entre guillemets en fin de carrière, et parce qu'ils avaient une longue évolution, et c'est aussi pour ça qu'ils ont mis du temps à revenir. Donc ça c'est important. La notion qui est importante, c'est donc c'est 20% des effectifs sur une saison, donc vous voyez que c'est très important. C'est la récurrence. Ça veut dire que si vous faites une pathologie à un moment donné de pubis ou l'adducteur, eh bien, il y a un grand risque qu'au cours de la saison, dans pratiquement 50%, vous rééditiez le même phénomène s'il n'y a pas eu un bon diagnostic, s'il n'y a pas eu une bonne prise en charge, s'il n'y a pas eu du renforcement. Enfin, Olmich l'a bien montré en 2009, un antécédent de forme de pubalgie va multiplier par 2 le risque d'un nouvel épisode, et surtout chez un joueur professionnel par 3, une fois de plus, par rapport à un diagnostic. Ça a une incidence majeure, surtout pour les médecins de club, puisque ça veut dire que lors du screening, il sera indispensable d'aller rechercher si le joueur a fait l'année d'avant ou l'année encore avant un problème, que la saison, il n'a pas joué tous ses matchs parce qu'il a eu des problèmes d'adducteur. Il faudra être encore plus vigilant, et c'est là qu'éventuellement on pourra céder d'une IRM qui pourra être une IRM de base qui servira pour le futur, mais qui pourra montrer également des pathologies. Alors, moi, j'utilise dans ma pratique quotidienne, du fait de ma formation, le consensus de Doha qu'on a réalisé avec tous ces praticiens qui sont des radiologues, qui sont des médecins du sport, qui sont des physios, qui sont des chirurgiens, qui sont des radiologues, et on a fait en 2014 cette conférence de consensus dans laquelle on est parti de la symptomatologie clinique, de l'examen clinique, des tests et des examens paracomplémentaires pour pouvoir donc différencier les différentes formes de pubalgie. Et donc, on a isolé, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on y revient quand même un petit peu par rapport à ce que disait Franck. On a une pathologie d'adducteur, une pathologie inguinale, une pathologie du pubis, et nous, on rajoute l'iliopsoas, une fois de plus, pas le conflit de hanche, même si les toutes dernières conférences de consensus qui ont eu lieu sur Doha, mais avec moins d'un tiers de ceux qui étaient présents en 2014, ils y ont rajouté le conflit de hanche, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Alors, donc, pour faire rentrer dans le diagnostic de pubalgie d'adducteur un patient, il faut qu'il ait une douleur à la palpation, et là où je ne suis pas tout à fait d'accord toujours avec les Anglais, au moins je suis d'accord avec leur sémantique, qui veut toujours tout dire, et qui est très bonne, parce que tenderness, ça veut dire douleur à l'insertion du tendon. Donc vous voyez, il y a un seul mot, mais avec ça, ça veut tout dire. Donc déjà, quand vous palpez, s'il y a une douleur à l'insertion du tendon, c'est déjà la tenderness, et c'est important. Et ensuite, les douleurs liées au testing. Ensuite, on aura la même chose sur l'iliopsoas. Alors, je vous le fais exactement dans ce sens, parce que
Olmich avait montré dans sa première étude, sur une étude prospective de différentes formes de pubalgie, que la plus fréquente, c'est l'adducteur. Ensuite, on avait l'iliopsoas, la pathologie inguinale, puis ensuite le pubis. Donc l'iliopsoas, on va rechercher deux choses, soit une pathologie du muscle, soit une pathologie du tendon, donc tenderness, ou alors lorsqu'on va palper le muscle. Et en fait, c'est assez fréquent. Moi, je n'ai pas une seule consultation où il n'y a pas un patient qui a une de ces pathologies. Et comme ce n'est pas forcément recherché, eh bien, c'est une pathologie qui dure depuis très longtemps et qui est véritablement invalidante. Pour la pathologie inguinale, on va y revenir, mais on va rechercher une douleur, et surtout pas qu'une douleur, une faiblesse, et on va quand même palper le tendon conjoint. On pourra s'aider de la manœuvre de Valsalva, le fait de le faire tousser ou pousser. Et enfin, dans le pubis, c'est pareil, c'est les palpations et les tests. Alors, on est chirurgien. Quand on est chirurgien, on adore l'anatomie, et donc il y aura toujours des planches d'anatomie. Je vous rappelle, dans la pathologie de la paroi, qui est indispensable à connaître, ça, c'est le péritoine, ça, c'est le fascia transversalis, ça, c'est le tendon conjoint, et le tendon conjoint, c'est petit oblique et transverse qui viennent s'insérer en bas sur le grand droit ou le rectus abdominis qui est ici, ça, c'est le pyramidal, et ceci est recouvert par l'aponévrose oblique externe. C'est important de connaître tout ça. Enfin, ce qui est très important, ça, c'est l'anatomie, donc qui est décrit dans les livres, Netter, c'est très important, sauf que le tendon conjoint, c'est pas un tendon, c'est un muscle. D'accord ? Les deux se terminent et ça s'insère vraiment, c'est du muscle qui va s'insérer sur le grand droit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître après ce qu'on va rechercher quand on va faire l'examen au doigt, on en a parlé. Donc, c'est la même coupe anatomique de Netter, sauf qu'elle véhicule une erreur depuis des années. C'est que là, elle vous dit, c'est l'orifice superficiel, superficiel, regardez, on y va. Et en fait, ce n'est pas l'orifice superficiel, ça. Hein. Ça, c'est l'orifice profond. L'orifice superficiel, il est juste ici quand vous imaginez le scrotum, vous rentrez, vous ne le sentez quasiment pas, et quand vous allez, que vous mettez le doigt, vous êtes à l'orifice profond. Et donc, depuis des années, ici, ils ont mis orifice superficiel, c'est faux. C'est l'orifice, vous voyez, superficiel ring, tac, 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 qui va là, et c'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est important de bien connaître cette connaissance anatomique, avec ici, hein, c'est ouvert, voilà le tendon conjoint, on voit l'aponévrose oblique externe, et son insertion sur le grand droit. Alors, pourquoi en fait on a fait cette étude? C'est que quand je suis arrivé à Doha, en tant que chirurgien, et je remplaçais Pierre Le Picard, je suis arrivé et Père Olmich, qui à l'époque était, entre guillemets, Monsieur Pubalgie dans le monde, puisqu'il avait publié dans le Lancet son protocole de rééducation, alors que c'est un chirurgien, m'a dit, écoute, de toute façon, tu viens, parce que, entre guillemets, on m'a dit que tu étais bien, que tu opérais bien, voilà. Mais, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre des plaques, pas mettre des plaques, faire n'importe quelle technique. De toute façon, ça marche, parce que dans la littérature, tous les chirurgiens qui ont publié ont eu des très bons résultats. Et quoi qu'il se passe, ça marche. Quoi que vous fassiez, ça marche. Quand tu es chirurgien, ça fout un peu les boules. Le gars te dit, fais ce que tu veux, de toute façon. Alors j'ai dit, non, moi je fais ça parce que je considère que je répare une paroi et je répare une paroi parce qu'il y a une anomalie. Et donc on a fait une étude pour montrer qu'il y a une anomalie. Et cette étude, on l'a fait sur Bordeaux avec des radiologues. On avait pris 64 patients, donc de manière bilatérale, avec 32 patients pathologiques et 32 témoins. Et on a donc 128 parois analysées. C'était moi qui voyais tous les patients que j'envoyais au bloc, hein, quand je considérais qu'il fallait les opérer. Le radiologue, c'est une analyse qui était faite par un junior et un senior. On faisait faire l'IRM en préopératoire et moi j'indiquais comment je voyais l'insertion du tendon conjoint en fonction du patient. J'écrivais sur une feuille, eux ils écrivaient sur une autre feuille ce qu'ils trouvaient en IRM, et donc on a montré qu'effectivement il y a une anomalie de recouvrement de l'orifice inguinal par le tendon conjoint parce qu'il s'insère trop haut sur le grand droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde ici, on a montré ça, s'il s'insère très haut, vous allez avoir une grande ouverture. S'il s'insère un peu plus bas, l'ouverture sera moins grande. Et s'il s'insère de manière normale, il n'y aura quasiment pas d'ouverture. Et ça, c'était des photos péropératoires de chaque patient. Alors, en un mot, on voyait que le type 1, donc l'insertion haute, les patients symptomatiques, ils étaient tous ils étaient très, très pathologiques, hein, type 1 et type 2, les deux insertions hautes ou moyennes. On avait pratiquement tous les patients.
Et ceux-là, donc, ils étaient opérés. Et à contrario, les patients contrôle, c'est-à-dire ceux qui avaient une insertion normale, eh ben, ils n'étaient pas opérés. Donc finalement, on avait raison. Et donc, pour moi, la pathologie de la paroi, elle est liée à un défaut d'insertion du tendon conjoint qui s'insère trop haut sur le grand droit. Et donc, la technique chirurgicale va consister à remettre l'anatomie normale et donc à remettre le tendon conjoint en tension pour refermer l'orifice inguinal. On voit ici le grand droit et on voit ici les fibres, on voit bien que c'est musculaire, du tendon conjoint qui s'insère haut. Et donc, comme elle ne recouvre pas, elle devrait s'insérer ici, elle ne recouvre pas cette zone ici, eh bien, il n'y a pas une meilleure technique que la technique du shoelace pour aller retendre en faisant insurger à fil passé le muscle sur le ligament inguinal qui est ici et remettre l'anatomie normale. En fait, quand on est chirurgien, on aime bien remettre les choses à leur place. Voilà, donc ça c'était la démonstration entre guillemets physiopathologique et pourquoi on les opérait. Le diagnostic, Franck en a parlé, c'est toujours à peu près, c'est toujours la même chose. Et j'insiste pour la paroi sur les tests abdominaux. On fait des tests notamment croisés, obliques. Le patient qui a une pathologie inguinale liée à un défaut d'insertion, eh bien, lorsqu'on va faire un test croisé abdominal, il va avoir mal au niveau abdominal et il le dira bien. Souvent, le type de douleur, c'est plutôt une gêne plus qu'une véritable douleur quand c'est une paroi. Et on va faire ce fameux examen au doigt. Et je fais exactement comme toi, c'est-à-dire allongé et non pas debout, parce que debout, c'est pas pratique. Et puis, voilà, ça a été décrit comme ça, mais c'est beaucoup plus pratique. Alors, j'ai pas le doigt dans ce sens-là, j'ai plutôt inversé pour que ça arrive directement sur l'orifice. Mais en gros, voilà. Alors, et ce qu'on va aller palper, c'est exactement toute cette région. On va rentrer ici, voilà le fameux superficial inguinal ring qui est là, ce qui n'est pas vrai. Vous voyez, il y a marqué ici superficiel. C'est pas le superficiel, c'est le profond. Et il faut vraiment imaginer qu'on fait ça. Et effectivement, ce qui est normal, c'est un orifice inguinal admet la pulpe du doigt. Si vous passez un doigt, c'est que c'est pas normal. Si vous passez deux doigts, alors là, c'est que la paroi est complètement déficiente et délabrée. Et donc, on remonte ici et on peut palper cet orifice. On peut palper le tendon conjoint, son insertion. On peut avoir une douleur. Quelquefois, on peut avoir une trigger zone, c'est-à-dire un point bien précis. Et le patient va vous dire, oui, c'est vraiment là que j'ai mal. C'est le passage du nerf ilio-hypogastrique dans la ponévrose oblique externe qui peut être déchiré et qui va donner une douleur très très précise avec un point bien précis. On peut palper le ligament inguinal qui peut être douloureux et on peut aussi palper le pubis et ici l'insertion de l'adducteur rien qu'avec un passage au doigt. Alors certes, j'en fais 80 par semaine, multiplié par X depuis des années, donc on a l'expérience, on sait comment le faire, mais il faut pas hésiter et effectivement, on n'est pas obligé de faire une échographie. Mais si on fait une échographie, il faut à ce moment-là bien demander ce qu'on recherche. Parce que les radiologues, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est s'il y a une hernie. Et je vais vous montrer ça parce que j'ai fait un topo à des radiologues. Il y avait je ne sais pas combien de milliers de radiologues. Je leur ai montré ce cliché qui est là. Alors non, ça doit passer. Eh bien, ça ne passe pas. C'est dommage. Tant pis. Alors du coup, on voit ici, ça c'est les massifs musculaires. On voit ici les épigastriques. Et en fait, on fait pousser le patient et on va voir que ici, c'est cette partie-là qui va monter. Et en fait, ici, il y a le péritoine et on voit que l'intestin reste en bas. Donc, il n'y a que le fascia vasalis qui monte. Et donc, ça prouve bien que c'est un bulging, donc un bombement, cher à ma consoeur, Madame Mouchawek, qui monte et qui correspond donc à ce défaut d'insertion. Voilà. Donc au moins, si on demande une échographie, au moins demandez ça et ne recherchez pas qu'une hernie. Et donc du coup, quand on a ça, le diagnostic est fait et donc je vais vous montrer comment on les opère. Alors je ne suis pas sûr que du coup la vidéo de la chirurgie va passer, mais ce n'est pas grave, ça va faire gagner du temps, puisque la vidéo ne passera pas. Je vous laisse avancer, voilà. Très bien. Voilà, là, encore celui d'après. Non, ouais. Voilà. Donc du coup, ça, c'est l'IRM et qu'il ne faut pas faire, dans une pathologie inguinale, c'est pas la peine, ça coûte cher et puis vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Et en fait, c'était juste pour montrer que ça, c'est normal. On voit le grand droit. Ici, on voit le conjoint qui ne s'insère pas. Et là, on voit le grand droit, mais le conjoint qui s'insère haut ici. Et ça, c'est ouvert. Donc, ça prouve bien que... Et ça, c'était pour l'étude. Voilà. Alors, ça, c'est la chirurgie. Du coup, à mon avis, ça ne va pas passer. Et donc, vous pouvez faire la même manœuvre en allant à la 17, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Je montrais la technique, parce que c'est une technique qui nécessite que le patient soit en décubitus dorsal. On fait ça maintenant en ambulatoire, bien sûr. On fait une incision qui fait entre 5 et 6 cm. Ça dépend si le gars est de forte corpulence ou pas, mais on va dire maximum 7.
Et puis, c'est assez facile, c'est des gens qui sont sportifs. Donc, on va très, très rapidement, en fait, aller sur l'orifice inguinal, on trouve le cordon, on ouvre l'aponévrose oblique externe et on va disséquer. Je vais vous montrer le résultat, puisque avancez encore, là, voilà. Et donc, passer à la 19, c'est pas grave, on verra plus tard. Je ne peux pas vous donner, mais enfin bon, je vais vous décrire donc la technique. Elle consiste donc, comme je l'ai montré sur une diapo, qu'on va retendre le muscle conjoint sur le ligament inguinal en faisant bien attention de ne pas trop serrer le cordon. Ça, c'est très important. Et puis, en même temps, il y a une petite technique que je fais qui est vraiment ma technique, c'est que quand je referme après l'aponévrose oblique externe, je ne la referme jamais sur le cordon, parce que sinon, vous pouvez avoir des douleurs qui appuient sur le cordon. Et j'ai eu une fois, c'est pas moi qui l'avais opéré, c'était Pierre, un joueur professionnel, en fait, comme il faisait un Nezovic, l'aponévrose oblique externe appuyait sur le cordon, il donnait des douleurs, et le patient, il a fallu le réopérer pour ouvrir l'aponévrose oblique externe, et donc c'est pas la peine de la fermer. Voilà. Donc ça, c'est la pathologie pariétale. C'est une chirurgie qui est bien codée. Moi, je la fais maintenant en 10-12 minutes pour un côté, et donc on fait souvent bilatéral. Voilà. On peut aussi y rajouter s'il y a une lésion de l'aponévrose oblique externe, on peut faire une suture de l'aponévrose oblique externe. On peut éventuellement faire une résection du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal s'il est beaucoup trop gros et qu'il a un petit vaisseau dessus, parce que ça, on le voit. Donc tout ça, c'est des arguments pour faire une chirurgie en intervenant par voie antérieure. Alors ensuite, ça, c'est la pathologie pariétale. Mais, comme j'expliquais tout à l'heure en off, entre guillemets, au tout début, parce que j'ai commencé en 2000, je faisais que de la pathologie pariétale. Et parce que je suis un viscéral, et qu'en même temps, au début, on disait la ténotomie d'adducteur n'avait pas une bonne réputation. Sur la France, elle a plus sur l'Espagne et le Portugal, mais en tout cas, en France, ça n'avait pas une bonne réputation. Et en fait, les 5 premières années, donc j'avais opéré à peu près 400 patients à ce moment-là, et j'ai repris tous ces patients. Et en fait, ceux qui avaient une pathologie d'adducteur, chez qui on découvrait une pathologie de paroi, qu'on n'opérait que de la paroi, eh bien, ils avaient 20% à 30% de récidive sur l'adducteur parce que la chirurgie de la paroi ne suffisait pas. Donc, j'ai commencé à faire des ténotomies d'adducteur. Pour faire des ténotomies d'adducteur, il faut aussi connaître l'anatomie, bien sûr. Alors, il y a l'anatomie qui est décrite dans les bouquins, dans lequel on est d'accord, on retrouve toujours tous ces différents blocs avec le grand adducteur, le longus, le magnus, enfin, le pectiné et le gracile. Mais l'anatomie, et puis surtout ces connexions qu'il peut y avoir entre la partie profonde, la partie superficielle, à la fois des abdominaux et des adducteurs, et puis en même temps le noyau central. Donc tout ça, c'est bien connu maintenant. Il y a des études qui ont été faites récemment par Aeneas Childers justement sur ça, et on va en reparler tout à l'heure sur la chirurgie du pubis. Mais dans la vraie vie et dans l'anatomie chirurgicale, en fait, voilà. Ça se présente vraiment comme ça. En superficie, quand on ouvre, on fait une incision, et bien, ce qu'on voit en premier, c'est le tendon du long adducteur. Le long adducteur, c'est le seul qui s'insère par un tendon sur la symphyse. Les autres s'insèrent par une petite aponévrose myo-aponévrotique, que ce soit le pectiné. C'est pour ça qu'on peut, quelquefois, quand on a une douleur, on peut faire des petites ténotomies percutanées à l'aiguille, ou que ce soit le gracile, de la même manière, par une petite aponévrose myo-aponévrotique. Et puis, quand on l'a coupé, le grand adducteur qui est dessous, souvent, on sépare le long avec le court adducteur. Il faut savoir qu'ils sont très souvent figés ensemble. Et que, par exemple, on peut quand même avoir une petite lésion du court adducteur qui est vraiment très fin. Et quand on est dans le milieu médecin de club ou de sélection, on sait très bien que s'il y a, par exemple, une lésion isolée du court adducteur, en 2-3 jours, c'est réglé. Ça ne fait rien du tout comme pathologie, et le patient sait qu'il peut jouer rapidement. Donc ça, c'est important de connaître cette anatomie, de connaître ceci, c'est-à-dire que le long adducteur, sur son insertion sur la symphyse, en superficie, son insertion est tendineuse, et en profondeur, il y a du muscle. Et ça, c'est très important, parce qu'au début, dans ma pratique, bon, je passerai tout le premier début où on faisait une section quasiment de tout ça, là, on laissait un grand trou, et, bon, enfin, voilà. Et après, on a commencé à cibler, mais je faisais juste une section du tendon, pas du muscle. Et en fait, le tendon ne se rétractait pas suffisamment et on a eu des déchirures, des récidives, des douleurs. Et aujourd'hui, il faut faire sectionner et le tendon et sectionner le muscle. C'est très très important, de manière à ce que les deux puissent partir sur 10 cm plus bas et s'accrocher sur le grand adducteur. Ça, c'est indispensable. Alors, la deuxième notion
par rapport aux adducteurs et le pubis, c'est ça. On voit, c'est encore plus joli ici. Ce qui est commun, l'adducteur longus, là, on voit ici, ça remonte avec l'external oblique, et puis de la même manière, de l'autre côté, croisé, et là, en profondeur, le muscle et la symphyse. Ça, c'est voilà, des notions anatomiques importantes. Alors, le diagnostic, il est fait, pour moi, à chaque fois, sur l'interrogatoire, bien sûr, sur le temps d'Ernest, sur les testings, et j'ai un testing qui est toujours positif quand j'opère les adducteurs. C'est par exemple un patient qui a une pathologie d'adducteur à gauche, du long adducteur gauche, eh bien, je vais lui demander de faire tomber sur une table, de faire tomber la jambe gauche qui va pendre par rapport à la table, et je vais faire une adduction à droite. Eh bien, en faisant l'adduction contrariée à droite, le patient va me dire j'ai mal à gauche, parce qu'il retient. 100% de mes patients que j'opère adducteurs ont ce signe positif. Ça veut dire qu'il y a une anthésopathie qui est importante, qui est vraiment majeure. Voilà. Et en dehors de tous les autres tests, c'est-à-dire le squeeze test qu'on peut faire à 90, à 45, voilà. Donc ça, c'est important. Et avec l'examen clinique, je sais déjà, et après, je vais m'aider. Ben voilà, on voit bien l'examen clinique, ça c'est Andreas Cerner. On arrive à bien cibler, ça c'est le temps d'Ernest. Là, ici, on a repéré les différents blocs musculaires, les blocs, là, voilà le test. Et voilà ce fameux test ici, où la jambe, elle pend. Je fais une adduction contrariée là, et il a mal de ce côté-là. Alors après, on peut s'aider de l'IRM, et on voit ici sur cette IRM la fente normale, et puis la fente qui part à gauche ici, vous voyez, c'est une fente latérale, et on voit même que ici, il y a même un petit saignement. Donc là, il y a une petite désinsertion, voilà, il a saigné, il y a une fissure, et il a saigné. Donc ça, plus l'examen clinique, c'est les indications opératoires. Alors, moi, c'est pareil, je suis d'accord avec toi, je pense que les patients, on n'est pas obligé de se précipiter, sauf, et on va en parler après, si jamais c'est une rupture d'adducteur, qui n'est jamais complète, on peut très bien leur faire le repos, et puis on les réévalue à 1 mois, 2 mois, on leur donne quand même leur chance, et puis si jamais ça ne va pas, en fonction de la clinique l'IRM, eh bien je vais les opérer. Ça, c'est un adducteur, on voit, comme je vous expliquais, l'incision, ici la fissure, on la voit bien, d'accord. Les petits néovaisseaux qui sont là et qui saignotent, ça veut dire que c'est une inflammation, et ici j'ai commencé déjà à couper, et on voit que c'est épaissi. Et bien quand c'est épaissi comme ça, normalement, un tendon, il fait 2-3 mm, il est souple, et bien là, il fait quasiment 1 cm de profondeur, et il est dur et fibrosé. Et donc, cela, c'est des bonnes indications. Là, eh bien, on va refaire la même manœuvre que tout à l'heure, et puis repasser à la diapo. Je suis désolé pour les films, mais c'est vrai que dans ces cas-là, il vaut mieux avoir son ordinateur. J'espère que tu n'auras pas le même problème. Ouais. Et du coup, ouais, parce qu'en fait, ça fait partie. Je les ai sur mon ordinateur avec les logiciels qui vont avec. Et donc, du coup, voilà. Ceci dit, mercredi, c'est passé, non? Les films. Oui. Avec. Oui. Bon. C'est pour ça. Alors voilà, donc on va avancer. Ça va faire. Voilà. Tu me dis combien de temps il me reste? 3 minutes ou c'est fini? 10? Ah, très bien, impeccable. Donc du coup, voilà, donc la vidéo après, donc on est à la 29, voilà. Et donc celle-là, on va voir ici, vous voyez ça, c'est ce que je vous expliquais, ça c'est le tendon qui est coupé, ça c'est le muscle qui reste encore attaché. Donc ça, il faut le couper. Parce que si vous le laissez comme ça, eh bien, il y aura des douleurs, des récidives ou des ruptures post-opératoires et ça ne donne pas des bons résultats. Et donc on voit après qu'il reste ici, quand on a l'habitude, le grand adducteur et ici le pectiné. D'accord? Voilà. Et que maintenant, le tendon, il est ici. Il s'attache, le muscle s'attache sur le muscle du grand adducteur. Voilà, ça c'est schématiquement, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça a été coupé à peu près à 4-5 mm de la symphyse et le long adducteur s'attache sur le grand adducteur de cette manière-là. Bon. Vous ne m'aimez pas, Bon. Ben, voilà. Pourtant, là, il n'y a pas de vidéo. Vous pouvez, s'il vous plaît, avancer sur le prochain. Donc voilà, ça c'est important. Alors, après, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'en post-opératoire, enfin, en péropératoire déjà, j'essaye de bien positionner le grand adducteur, le mettre le plus bas possible. Parce que si des fois il s'insère trop haut, comme on ne peut pas l'attacher, vous voyez, il n'y a pas de point, eh bien, il va ce qu'on appelle cicatriser en nourrice. S'il cicatrise en nourrice, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle les déchirures d'adhérence qui apparaissent. Alors, elles peuvent être précoces. Nous, on essaye de les faire rapidement quand les rééducateurs et les réathlétiseurs ont l'habitude. On dit aux patients rapidement de faire de l'excentrique et puis d'accepter d'avoir un peu mal de manière à ce que le muscle aille le plus bas possible. Et sinon, ça apparaît quelquefois à 3 mois.
C'est-à-dire, il est rééduqué, il est bien, il a commencé à courir, et puis tout d'un coup, sur une frappe ou autre. Donc, ça c'est vraiment. Voilà. Et malgré le fait d'avoir bien coupé le tendon, bien coupé le muscle, eh bien, on a quand même ces déchirures d'adhérence. Alors, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour que ça n'arrive pas? Ça, c'est compliqué, parce qu'il y a une cicatrice qui est comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment, à 2 jours, commencer à les mobiliser, faire l'excentrique, et puis pour que ça descende tout de suite? Voilà, tout ça, c'est encore des questions qu'on est en train de se poser pour améliorer encore le suivi. Vous pouvez, s'il vous plaît, parce que là, j'arrive pas à passer la diapositive suivante, donc il faut que vous fassiez la même chose. Et donc, ça c'est un vrai problème, puisqu'on a ces déchirures d'adhérence dans 20% des cas. Alors, ça n'a pas de caractère de gravité, mais il faut l'expliquer aux patients, puis c'est pas toujours bien vécu dans les staffs. On est bien obligé de leur expliquer pourquoi ça arrive. Et c'est souvent un mal pour un bien. Alors, ensuite, je voudrais quand même vous parler de 2 autres indications, qui sont la désinsertion du long adducteur, qui existe, et qu'ont les médecins de club, les médecins de sélection, sur une frappe. Voilà, ça j'en ai parlé, la morbidité. Donc mettez directement la 32. Et donc, c'est cette désinsertion. Elle va apparaître lors d'une frappe, lors d'un changement de direction. On voit très bien ici. C'est un patient, on voit ici, il a une double fente. Donc ça veut dire qu'il a quand même des adducteurs qui ont déjà souffert. En général, ça n'arrive pas chez quelqu'un qui a des adducteurs normaux. Et là, on voit qu'il a déjà une fente, et puis que du coup, ici, il a des insérés. Alors déjà, la première chose, c'est que, contrairement à ce que vont vous dire les radiologues, c'est jamais une désinsertion complète. Ça serait bien, parce que ça veut dire qu'il serait guéri et opéré, mais spontanément. Et en fait, c'est jamais ça. C'est dans 99% des cas, c'est une désinsertion qui est partielle. Et la meilleure preuve, c'est que 2-3 jours après ça, vous pouvez éventuellement lui faire une échographie. Vous allez lui demander de contracter, et vous verrez qu'il reste quelque chose attaché sur la symphyse. Et donc ça, pour moi, c'est les indications à opérer. Parce qu'il faut compléter la ténotomie, il faut aller aspirer l'hématome et l'espèce de faux kyste qu'il y a derrière, parce qu'il y a toujours un peu de liquide qui se met. Et ça permettra de commencer la kiné plus tôt et d'éviter d'avoir une désinsertion à la reprise à 1 mois et demi, 2 mois, ou d'avoir des douleurs post-opératoires. Alors, une dernière notion chirurgicale, depuis les travaux pas de Arnaud Bruchard, c'est juste une slide que je lui ai empruntée, mais de Ernest Schieders, qui est un chirurgien belge, mais qui travaille en Angleterre. Ils ont montré qu'il y avait une continuité anatomique, ça on le savait, entre ici le grand droit, le pyramidal qui vient devant, qui s'insère au niveau du continuum anatomique, et puis qui continue sur l'adducteur. Et c'est vrai que ça existe, et donc on est très embêté lorsqu'on a des formes de pubalgie pubienne pures. Parce que ces patients-là, on leur demande du repos, on leur fait de la kiné en renforçant les abdominaux, en travaillant sur les adducteurs, avec le couple, adducteur et paroi, et puis ils continuent à avoir mal, on leur fait une infiltration de corticoïdes dans la symphyse, voire 2, voire 3, on leur fait des PRP, voire 2, voire 3, et ainsi de suite, et puis finalement ils ont toujours mal. Donc moi, depuis 3-4 ans, eh bien, je vais faire une double chirurgie pour ces gens-là, mais sur une longue évolution. C'est-à-dire quelqu'un qui a une évolution 1 an, 2 ans, et puis qui est toujours embêté, qui n'a pas de paroi pathologique, qui a éventuellement des signes d'anthésopathie. Je vais aller couper les pyramidaux. Voilà les pyramidaux ici, on voit la partie centrale, ici c'est les obliques, et on les voit ici coupés, on a ici l'aponévrose antérieure, ici la postérieure, et le pubis est là, et je vais faire une petite plastie en prenant l'aponévrose antérieure qui est là, et je vais la passer devant pour éviter que les pyramidaux s'insèrent. Ça c'est pour la partie, donc pour couper en fait cette continuité anatomique. Et j'ajouterai la ténotomie d'adducteur bilatéral associée, pour que tout ce qui vient s'insérer sur le noyau central, il n'y ait plus de tension. Voilà. Alors j'ai fait ça chez une 50aine de patients avec des bons résultats. Et donc ça peut faire partie de l'arsenal thérapeutique. Mais dans des conditions bien spécifiques, paroi normale et une prise en charge médicale, voire associée. Donc, comme je dis, le traitement, il commence toujours par un traitement médical. Je suis entièrement d'accord, du repos, la glace, les anti-inflammatoires, des protocoles de kiné. Alors moi, j'utilise celui de Olmich parce que il a le mérite d'exister, mais il y en a plein d'autres et je suis attaché à rien du tout. Et du coup, tout ça, c'est pour donner les indications. Pour moi, pathologie isolée de la paroi abdominale, si on a un délabrement et des licences majeures,
eh bien, je fais cette technique de paroi bilatérale. Et donc, je pense qu'il y a quand même une place pour la chirurgie d'emblée chez les gens qui ont une grosse pathologie de paroi, parce qu'on n'arrivera pas avec, je pense, la kiné, la radicalisation à les remettre sur pied. Et puis, ça va éviter d'avoir des phénomènes de compensation sur le pubis ou sur les adducteurs. Donc, je leur propose ça. Dans le cas de traitement médical bien conduit, et encore faut-il être sûr qu'il a été bien conduit, de douleurs persistantes parfois au niveau du fascia transversalis sur des lésions de fibrose ou nerveuses, et ça, c'est shoelace bilatéral. J'associe la ténotomie d'adducteur lorsque il y a des signes cliniques, donc dans des opathies, qu'elle est fissuraire, et c'est souvent à ce moment-là du côté pathologique. Je ne fais pas systématiquement un bilatéral, contrairement à ce que fait Cugat à Barcelone, qui lui directement fait les deux, en disant que ça permettra une meilleure éducation, mais ça on pourra peut-être en discuter. Et puis, il existe un temps aussi pour la ténotomie des insertions, qui peut être faite toute seule s'il n'y a pas de paroi. Enfin, je ne l'ai pas mis là, mais il y a une indication pour quelques patients dans une chirurgie du pubis.